2020, votre quart d'heure américain. Un président sans majorité. Non, cette semaine, je ne compte pas débattre de la cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, ni du désamour entre François Hollande et les frondeurs de l'Assemblée nationale. Je veux vous parler du système électoral américain où un candidat peut poser ses valises à la Maison-Blanche avec moins de voix que son adversaire. Un président élu sans la majorité des suffrages exprimés. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. Ce soir de novembre 2016, Hillary Clinton perd l'élection présidentielle tout en ayant remporté près de 3 millions de voix de plus que Donald Trump. Mais comment est-ce possible ? Eh bien, les États-Unis, c'est un État fédéral. L'élection s'y joue au niveau des États fédérés. Les Américains votent pour des grands électeurs dont le nombre varie par État. Remporter la majorité des suffrages dans un État, c'est remporter la totalité des grands électeurs correspondants. Et c'est l'addition des grands électeurs remportés dans chaque État qui fait un président. Voilà comment Donald Trump s'est installé à la Maison-Blanche. Vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Je suis Antoine Boyer, bienvenue. Pour ce dernier épisode avant le scrutin du 3 novembre 2020, et oui, le temps passe vite, je vous propose un tuto système électoral américain, vote populaire, collège électoral, État clé. Ce jargon n'aura plus aucun secret pour vous, c'est promis. Si vous obtenez 270 grands électeurs ou plus, vous gagnez l'élection présidentielle. C'est un système un peu compliqué si vous n'êtes pas américain. Et même parfois pour les Américains, c'est un système assez difficile à comprendre. Retour sur la terrasse du bureau de l'AFP à Washington, à quelques rues de la Maison-Blanche. Et cette semaine, c'est ma collègue Laura Hakoun qui m'accompagne. Bonjour Laura. Bonjour Antoine. Et tu n'arrives pas les mains vides. Oui, je tiens une enveloppe blanche et violette où il est écrit « Official Absentee Balloting Material ». Donc à l'intérieur, il y a un bulletin de vote à renvoyer par la poste. C'est parfait, on va voir à quoi ressemble un bulletin de vote à l'américaine. Précision importante, Laura, c'est un bulletin du district de Columbia, c'est-à-dire de la capitale Washington. Alors je l'ouvre ? Allez, vas-y. Et voici le Graal électoral. Et voici le bulletin. Alors Laura, qu'est-ce que tu vois sur ce bulletin de vote ? Ok, ça a l'air compliqué. Ça c'est sûr. C'est un bulletin qui tient sur une très longue page, recto verso. Et il y a beaucoup de cases. C'est écrit en anglais et en espagnol. Alors, je vois que tu peux voter au niveau fédéral, donc notamment pour la présidentielle. Donc il y a les noms des républicains Donald Trump et son colistier Mike Pence, et les noms des challengers démocrates Joe Biden et Kamala Harris. Mais attends, ce qui prend le plus de place sur ce bulletin, ce sont les cases qui renvoient aux élections au niveau local, donc dans le district de Columbia, ici à Washington. T'as un exemple ? Par exemple, tu peux voter jusqu'à 2 members of council, c'est-à-dire en gros l'équivalent en France des représentants municipaux. Ou alors, qu'est-ce que je vois d'autre ? Tu peux aussi voter pour un member of the State Board of Education, donc sur des questions locales, mais en lien avec des politiques éducatives. Ok, donc nous on va plutôt se concentrer sur l'élection présidentielle. Donc on peut voter pour Donald Trump ou Joe Biden, si je comprends bien, mais en réalité on ne vote pas directement pour le candidat républicain ou le démocrate. Non, alors quand les Américains cochent la case de leur choix, ils donnent en réalité leur voix aux grands électeurs, qui forment ce qu'on appelle un collège électoral. Au total, Antoine, dans tout le pays, il y a 538 grands électeurs. Donc le président n'est pas élu directement par les Américains, ce qu'on appelle le vote populaire, mais il est élu indirectement par ce collège électoral qui est formé de 538 grands électeurs. J'ai tout bon ? Tout à fait. Et en fait, tout se joue par État. Si j'habite en Floride, mettons, à Miami par exemple, mon vote, comme celui de mes voisins, sert à désigner les 29 grands électeurs de la Floride. Et chaque État a un nombre différent de grands électeurs en fonction de sa population. Oui, alors prenons le Wyoming par exemple, là où se trouve le magnifique parc du Yellowstone. Ok, il y a peu d'habitants et les bisons ne votent pas. Pas encore. Alors, cet État de l'Ouest américain a 3 grands électeurs.
Tu pourrais me demander pourquoi 3, pas 4 ou 5 ? Eh bien, car ce chiffre correspond au nombre de représentants de l'État au Congrès américain. En fait, le Wyoming a un élu à la Chambre basse et 2 élus au Sénat comme tous les autres États. Donc, il obtient 3 grands électeurs, si tu fais le calcul. Ok, donc en fait, plus il y a de population, plus le nombre de grands électeurs est élevé. Donc c'est la même logique pour la Californie, l'État le plus peuplé du pays. Il a 55 grands électeurs, car c'est un énorme État avec beaucoup de population. Donc si là-bas Joe Biden récolte 60% des suffrages, il devrait avoir proportionnellement les voix de 33 grands électeurs. Et non, là tu te trompes. La Californie, comme quasiment tous les États américains, applique la règle du winner takes all. C'est-à-dire le gagnant raflera la mise. Dans ton exemple, Joe Biden remporterait en fait les voix des 55 grands électeurs. Les règles varient par État, mais une chose est sûre, les grands électeurs respectent quasiment toujours le choix des électeurs dans leurs États. Oui, seuls le Maine et le Nebraska n'appliquent pas la règle du winner takes all dont tu viens de parler, mais l'enjeu là-bas est faible puisque ce sont de petits États avec peu de grands électeurs. Oui, et alors ici, on est à Washington. Et en fait, sur toutes les plaques d'immatriculation, tu peux lire « Taxation without representation ». Les habitants de la capitale se plaignent de payer des impôts alors qu'ils ne sont même pas représentés au Congrès. Mais pour l'élection présidentielle, ils ont leur mot à dire car le District of Columbia, c'est-à-dire la capitale Washington, a 3 grands électeurs, donc Laura, leur vote compte. Oui, alors ils comptent, mais en soi, il n'y a aucun enjeu. Plus de 9 habitants sur 10 votent démocrate à DC. L'élection est déjà jouée ici. C'est donc ce système du collège électoral qui explique pourquoi vous entendez toujours parler des mêmes États lors d'une campagne présidentielle. Pennsylvanie, Floride, Wisconsin, ce sont des États indécis, des États clés qui basculent dans l'un ou l'autre camp d'une élection à l'autre. Les candidats jettent donc toute leur force dans la bataille dans ces États clés. Cette année, Joe Biden et Donald Trump passent beaucoup de temps en Pennsylvanie et en Floride, 2 États clés qui ont beaucoup de grands électeurs, 20 pour la Pennsylvanie, 29 pour la Floride. Oui, car en fait, pour être élu président, il faut remporter une majorité des grands électeurs. Au moins 270 sur ces 538. C'est pour ça qu'on entend ce chiffre en boucle à la télévision. 270. The question is, can he hold on to at least 270 electoral votes? John King is tracking the race to 270 electoral votes. Maintenant qu'on a compris comment fonctionne le collège électoral, je vous propose de remonter le temps. Rendez-vous en 1787 à l'invention de ce système. Le système du collège électoral a été adopté durant la Convention constitutionnelle de 1787, comme une sorte de compromis de dernière minute. Alex Kessar est historien, professeur à l'université Harvard et auteur d'un livre sur le collège électoral intitulé « Why do we still have the Electoral College ?» Quand ceux qu'on appelle les fondateurs se sont réunis à Philadelphie, ils ne savaient pas quel système adopter pour désigner le chef de l'exécutif. Ils ont eu beaucoup de difficultés à prendre une décision. Certains pensaient que le Congrès devait choisir le président, d'autres non. Certains pensaient qu'il fallait recourir à une élection nationale, d'autres non. Les pères fondateurs s'accordent finalement à la fin de la Convention en 1787 sur ce système électoral. C'est celui qui suscitait le moins de levées de boucliers. Très rapidement, ce système a été fortement contesté, y compris par ceux qui avaient participé à son élaboration. Avec ce système, vous le savez déjà, il faut 270 grands électeurs pour devenir président. Mais une question vous taraude sûrement. Que se passe-t-il si aucun des candidats n'atteint ce chiffre magique ou s'il y a égalité parfaite, 269 partout ? Si aucun des candidats n'obtient la majorité, alors l'élection revient à la Chambre des représentants selon un système de vote particulier. Chaque État, quelle que soit sa taille, a alors une voix. Dans ce cas, l'État du Vermont aura le même poids que la Californie. Il y a un peu plus de 600 000 habitants dans le Vermont, près de 40 millions en Californie. Mais alors, pourquoi ce système si décrié, si critiqué, continue de prospérer plus de 200 ans après son adoption ? La Constitution est compliquée à modifier. Durant certaines périodes, les différents partis politiques ont bloqué ces réformes. Et notamment ces 40 dernières années, les républicains ont tout fait pour les empêcher.
Et aussi la question raciale, ainsi qu'une volonté de maintenir la suprématie blanche dans le Sud, ont freiné ce qui nous semble aujourd'hui être l'alternative la plus évidente, à savoir un vote populaire à l'échelle nationale. Les Blancs du Sud s'y sont vigoureusement opposés dès 1790, jusque dans les années 1970, et peut-être au-delà. Ils pensaient à raison que cela allait les affaiblir en remettant en cause la suprématie blanche qui prévalait dans le Sud. Lors de la primaire démocrate, certains candidats voulaient supprimer le système de collège électoral, comme Pete Buttigieg ou Elizabeth Warren. La sénatrice explique pourquoi sur CNN. Je pense que chaque vote compte. Et la manière de s'assurer que ce soit bien le cas, c'est d'organiser un vote national. Et ça signifie se débarrasser du collège électoral. Le candidat aux primaires démocrates qui avait la position la moins claire était certainement Joe Biden. Il est le seul responsable politique en activité qui a eu à voter sur la question du collège électoral. Et il a voté au Sénat en 1979 contre la réforme du collège électoral. Donc on peut le considérer comme traditionnaliste. En revanche, les tensions sur cette question au sein du parti vont croissantes. Et je pense qu'on verra des discussions importantes après l'élection, s'il gagne. Si les démocrates gagnent l'élection, cela signifie surtout, dans ce cas-là, obtenir une large majorité au Congrès, c'est-à-dire à la Chambre des représentants et au Sénat, car pour abolir le collège électoral et adopter le vote populaire par un amendement à la Constitution, il faudrait une majorité des 2/3 au Congrès et sa ratification par les 3/4 des États, mission difficile. Retour sur la terrasse de l'AFP à Washington. Laura, tu ne m'as pas assez décrit la case élection présidentielle sur le bulletin de vote de Washington DC. Il n'y a pas que les tickets démocrates et républicains. C'est vrai, c'est vrai. Regarde, tu peux aussi voter pour la candidate libertarienne Jo Jorgensen, par exemple, ou encore pour Gloria La Riva du Party for Socialism and Liberation. Et puis pour l'entrepreneur Brock Pierce, qui est apparemment un candidat indépendant. Mais en fait, on n'entend pas du tout parler d'eux. Non, du tout. Les prétendants à l'élection présidentielle varient État par État. Prenons l'exemple du rappeur Kanye West, Kanye à l'américaine, qui veut devenir président. Bon, son nom n'est pas sur les bulletins de vote à Washington DC, mais il est possible de cocher la case Kanye West sur les petits papiers du Colorado et du Minnesota. Oui, et en fait, sur son compte Twitter, Kanye West a publié une vidéo mode d'emploi pour montrer aux électeurs comment voter pour lui, même si son nom ne fait pas partie de la liste. Et c'est possible d'écrire le nom Kanye West à Washington DC, par exemple, sur le bulletin de vote. Là, il y a une case où il n'y a pas de nom, tu vois. Ouais. On pourrait donc ajouter celui du rappeur américain à la main et voter pour lui, mais dans beaucoup d'États, même si son nom y est ajouté, le vote ne sera pas pris en compte. Tiens, autre exemple frappant aussi, le choix du gouverneur du Maryland de voter pour, je te le donne en mille, l'ancien président Ronald Reagan. Ah oui, Larry Hogan, le gouverneur du Maryland, a assuré au Washington Post qu'il savait que son vote ne changerait rien au résultat final. Le Maryland vote démocrate en général aux élections présidentielles et Reagan est mort en 2004. Mais le gouverneur républicain voulait montrer quel genre de candidat il espérait voir élu président. Clairement, pas Donald Trump. Ok. Antoine, il y a un dernier nom là, regarde, qui figure sur la liste des candidats à l'élection présidentielle à Washington DC. C'est celui de Howie Hawkins, le candidat du Green Party, le parti écologiste. Tout à fait, Laura. Howie Hawkins, je l'ai interviewé et vous allez l'entendre, il est plutôt remonté contre le système du collège électoral et contre les démocrates. Do you want to be president? Oh yeah. I would love to be president. Oh oui, j'aimerais beaucoup être président. Mais mes chances sont maigres, bien sûr, et on le sait depuis le début. Il s'agit plutôt de bâtir une gauche indépendante et le parti écologiste sur le long terme.
Howie Hawkins est ce qu'on appelle aux États-Unis un third party candidate. Avec le bipartisme américain, il n'a aucune chance d'être élu. Mais en 2016, le parti écologiste et sa candidate Jill Stein ont été critiqués pour avoir, selon leurs détracteurs, divisé les voix de la gauche dans les États clés du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin et aidé indirectement Donald Trump à remporter l'élection. C'est tout à fait faux. D'après les sondages de sortie des urnes de 2016, 61% des électeurs de Jill Stein ne seraient pas allés voter du tout si elle n'avait pas été candidate. Environ un quart de ces électeurs ont dit qu'ils auraient voté pour Clinton et 14% pour Trump. Donc avec ces chiffres, moins le nombre de ceux qui ne seraient pas allés voter, cela n'aurait pas changé les résultats dans le Wisconsin, le Michigan ou la Pennsylvanie. Les critiques d'Howie Hawkins à l'égard du système partisan américain rappellent un peu nos débats en France sur le vote utile. On a un phénomène dans ce pays aujourd'hui où les gens n'aiment même pas leur propre parti, mais ils votent contre l'autre parti dominant. J'appelle ça l'affiliation politique négative. Beaucoup de démocrates progressistes ne votent sûrement pas pour Biden, ils votent bien contre Trump. Et la question du collège électoral revient forcément sur la table. C'est le vrai problème qu'affrontent les démocrates, et nous leur avons proposé une solution non partisane. Se débarrasser du collège électoral, adopter un vote populaire à l'échelle nationale en utilisant un vote par classement. Les démocrates remportent constamment le vote populaire, et ce vote par classement éliminerait le problème de la dispersion des voix qui les obsède. Donc les électeurs pourraient voter pour les Verts en premier choix et mettre en second les démocrates. Ils ne seraient pas alors inquiets que cela profite aux républicains. C'est une solution, mais à la place, les démocrates passent beaucoup de temps à nous attaquer, tout cela aux dépens des électeurs. Laura, en 16 ans, 2 démocrates ont obtenu la majorité des suffrages exprimés, mais avec le système du collège électoral, c'est leurs adversaires républicains qui sont devenus présidents. Oui, tout à fait. Donc c'est arrivé à Al Gore en 2000, et finalement c'est George W. Bush qui est devenu président. Et évidemment, donc, c'est Hillary Clinton qui a subi le même sort en 2016. Alors, est-ce qu'il va arriver la même chose à Joe Biden ? Eh bien, Laura, verdict dans quelques jours. C'était 2020, le podcast de l'AFP Made in America. La prochaine fois que vous m'entendrez, nous devrions normalement connaître le nom du nouveau président américain. Aura-t-on les résultats à temps dès le 3 novembre au soir heure américaine ? Eh bien, c'est ce qu'on vous explique dans l'un des épisodes précédents de 2020, à écouter ou réécouter pour patienter avant le jour J. Un grand merci à ma compère Laura Hakoun pour m'avoir accompagné pour cet épisode. Salima Belhadj était derrière la préparation de ce numéro. Merci aussi à mon ami Gaspard pour son aide précieuse. Composition musicale Lena Kane-Kyo. À très bientôt, américanement vôtre.